Il était une fois une terre qui touche presque le ciel. Il était une fois, là-haut, dans les montagnes éthiopiennes, à l'est de l'Afrique, les plateaux et les escarpements spectaculaires du Balé et du Siemens. Ici, l'air est si fin. À près de 4000 mètres d'altitude, les réveils sont glacés, et les matins encore comme au premier jour. C'était un de ces matins, un de ceux où les premiers rayons du soleil tardent encore à effacer la nuit. Un matin où l'hiver touchait presque à sa fin. C'était un de ces matins, un matin comme les autres, pour une espèce unique qui a trouvé refuge dans ce sanctuaire d'altitude, à l'abri de tout prédateur. Des loups, de la seule espèce de loup d'Afrique, les loups d'Abyssinie. Et parmi eux, Saba, l'une des jeunes de la meute de Sodota. Au temps où le monde était un autre monde, il y a un peu moins d'1 million d'années, ses ancêtres ont traversé l'Europe, le Moyen-Orient, avant de conquérir cet unique écosystème afro-alpin. Un territoire aujourd'hui menacé par l'avancée des hommes. Ce matin, la meute se prépare à partir en patrouille. Saba va bientôt atteindre la maturité. Et comme les autres jeunes de Sodota, elle accompagne les adultes, au moins pour quelques kilomètres. Autrefois grise et trapue, l'apparence de ceux de son espèce s'est transformée, saison après saison. Les fourrures ont pris la couleur des herbes et de la terre, le brun mêlé de rouge. Les corps se sont affinés, les museaux allongés. Rien de mieux pour piéger les rongeurs qui foisonnent aux alentours. C'était un de ces matins où la meute de Sodota était partie en patrouille pour réaffirmer ses droits sur son territoire, à force de cris et de marquages, à l'aide de leurs excréments et de griffures. Un matin ordinaire où les jeunes observaient les plus âgés se préparer à la chasse. Mais depuis bien longtemps, les loups d'ici avaient oublié les grandes chasses en meute pour préférer des festins solitaires de succulents ratoupes, leur proie favorite. Une espèce endémique dont les plus beaux spécimens peuvent peser jusqu'à plusieurs kilos. Ces rataupes, ils les surprennent lorsqu'ils pointent le nez hors de leur terrier. Mais parfois, les loups doivent aussi creuser pour les déloger dans leurs galeries qui pullulent sur le plateau. Après la chasse, loin d'être égoïste, la meute de Saba rapporte encore une fois à la tanière de Sodota un peu de cette viande chaude et grasse. L'avenir des loups vaut bien un petit sacrifice. Dans le clan, la nouvelle génération a à peine 4 mois. Trop jeune pour chasser, trop tôt pour se nourrir seul. Alors à peine les adultes rentrés, les louveteaux se pressent dans une joyeuse pagaille pour arracher chacun leur part de repas régurgités.
Il était une fois, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, une nouvelle saison. Aujourd'hui, les dernières gelées sont effacées. Saba, la jeune louve des montagnes d'Abyssinie, n'a que quelques mois de plus, à peine une saison. Mais elle n'appartient déjà plus au tendre monde de l'enfance. Et Saba se sent seule, de plus en plus seule. Depuis quelque temps déjà, les autres l'ignorent, la rejettent. Elle, si choyée il y a encore quelques semaines. Saba ne comprend pas. Elle aimerait toujours partager ses caresses, ses instants réconfortants. Mais rien n'y fait. Plus elle grandit, plus elle est mise à l'écart par la meute. C'est qu'une nouvelle heure a sonné pour Saba. L'heure de l'adolescence. À 2 ans sonne la maturité sexuelle. Et avec elle, Saba va devoir faire face à un nouveau destin. À peine sortie de l'enfance, la voilà confrontée à des conflits hiérarchiques auxquels elle ne connaît rien. Elle a beau faire allégeance, tenter de se mêler aux autres pour partager ces jeux qui font partie de l'apprentissage. Rien n'y fait. Les actes d'intimidation deviennent de plus en plus fréquents et violents. Et puis vient le jour. Cette fois, elle est chassée hors de la meute. C'était au printemps, dans le clan de Sodota. Saba est désormais une belle louve au pelage brun rond. C'était au printemps, et Saba doit partir. Les autres veille à ce qu'elle s'éloigne définitivement du territoire. Une sanction? Un bannissement? Non. Saba a simplement atteint l'âge où les jeunes louves doivent chercher autre part leur territoire de l'amour. La diversité du patrimoine génétique de l'espèce est à ce prix. Partir, marcher, rien ne l'a préparée à cette épreuve. Saba est devenue l'une de ces femelles flottantes à la recherche d'un autre clan. Chaque pas dans la montagne l'éloigne un peu plus de Sodota. La voilà seule, seule, et partout le silence, le vent, et les oiseaux qui feignent de l'ignorer eux aussi. Il faut marcher, avancer. Il faut marcher, sans but. Si ce n'est peut-être la recherche d'une autre meute, celle qui voudra bien peut-être un jour l'accueillir, et où elle pourra à son tour, peut-être, devenir la femelle dominante, seule, autorisée à se reproduire. Tel est le destin des jeunes femelles arrivées à maturité. En attendant, Saba n'a d'autre choix que de se débrouiller, de survivre. Et ce soir, de s'endormir pour la première fois, sans la présence réconfortante des autres loups de sa meute.
C'était un nouveau matin. Un premier matin de solitude, où le vol des ibis qui montent de la vallée réveille les canyons, les plateaux, les escarpements du Balai. Saba hésite, comme si elle croyait encore à un mauvais rêve. Mais elle doit se faire à l'évidence. Les autres ne sont plus là. Alors Saba marche. Saba marche sans fin, et les paysages défilent sous ses pieds. Enivrée par l'espace qui s'ouvre devant elle, elle découvre une autre liberté. Celle d'aller où bon lui semble, celle de ne plus penser qu'à elle. Il faut que la faim la tenaille pour la rappeler à la réalité. Et la chasse? Voilà bien un domaine où elle aurait aimé apprendre encore un peu plus des anciens. Est-ce son trouble? Son inexpérience? Les proies semblent glisser l'une après l'autre entre ses pattes. Même son ouïe, 2 fois plus pointue que celle de l'homme, ne l'aide pas. Alors manger, une autre fois peut-être. Voilà Saba, face à l'immensité de sa solitude. Celle où les cris s'enfoncent sans fin dans la profondeur des paysages. Encore marcher. Saba doit désormais apprendre à survivre seule. Mais aujourd'hui, au détour d'un escarpement, Saba fait une rencontre étrange. Là-bas, au fond d'un vallon, des animaux bizarres. À côté, des loups occupés à engloutir des proies appétissantes. Et plus loin encore, des loups qui cette fois semblent escorter ces animaux gigantesques dans un curieux défilé. Intriguée, Saba cherche à comprendre. Elle se souvient d'une légende que racontent les plus vieux de Sodota. Ceux d'animaux qu'ils prétendent avoir croisés en descendant vers la vallée. Des animaux si paisibles que même les rats taupes ne les fuient pas. Mais que font si près ces congénères? Eux qui ne s'attaquent jamais à si gros, un lièvre tout au plus, et encore, s'ils détalent sous leurs pattes.
Soudain, l'un des mâles de la meute se met en arrêt. Saba observe son manège. La poussière et les vibrations des pattes des mastodontes dissimulent sa progression au rongeur. Le premier essai est le bon. Coup au but. Voilà donc comment faire un festin sans coup férir. Saba suit à bonne distance la meute qui s'éloigne. Elle est bien décidée à s'essayer à cette tactique. Mais l'humeur du troupeau n'est plus aussi conciliante. Le soleil qui chauffe la prairie échauffe aussi les esprits. Et les plus vieux ruminants ont bien du mal à tempérer l'ardeur des jeunes. Quand Saba passe à son tour à l'attaque, l'affaire se complique. Les vaches refusent de la laisser s'approcher. Elle n'a plus qu'à quitter le terrain, la queue basse et l'estomac dans les talons. Plus loin, la proximité d'une rivière lui donne une autre idée. Ici, la terre est plus meuble et les terriers creusés par dizaines. Par endroits, sur le plateau, les rongeurs représentent 3 à 4 tonnes de nourriture potentielle par kilomètre carré. Un beau terrain de chasse, sur lequel lorgnent les oiseaux de proie, des aigles qui vivent dans la falaise en surplomb. Saba décide de tenter sa chance. Obnubilés par le survol des buses à queue rousse, les rataupes ne se méfieront peut-être pas d'elle. Le stratagème est concluant. Elle peut enfin manger. Elle sait qu'elle devra laisser leur part aux oiseaux qui lui ont permis cette capture. Ils se pressent déjà pour réclamer leur dû. Sous la pression, Saba doit renoncer à terminer son repas. Mais cette capture lui a redonné espoir. Elle sait aujourd'hui qu'elle peut avancer seule. Les semaines ont passé. Suivant les troupeaux, Saba s'est aventuré aux confins du pays des loups, là où résonne un son étrange, comme le battement de son cœur lorsqu'il tambourine dans sa poitrine en pleine course. Une nouvelle découverte, le pays des hommes. Un peu partout, leurs habitations, des Toucouls, ont poussé dans la montagne pour faire profiter leur bétail de ces pâturages. Les Oromos sont les habitants traditionnels de ces montagnes. Et leur nombre n'a cessé de s'accroître au cours des millénaires. Les Oromos
ils n'ont cessé de grimper pour coloniser ces montagnes. Saba s'approche. Elle sait qu'elle ne craint rien. Et ils ne la craignent pas non plus. Même si dans les légendes des loups et des hommes, il reste une méfiance ancestrale, héritée d'un passé où les hommes étaient craintifs et les loups étaient encore gris. Les choses changent. Les tout coulent, les huttes et les hommes se multiplient, repoussant toujours plus loin le territoire des loups. À chaque nouvelle saison, de nouveaux villages, et toujours plus de bétail, toujours plus haut. Saba se décide à suivre un troupeau, donnant. Peut-être pourra-t-elle mettre à profit cette fois la tactique observée. À condition, bien sûr, que ces chèvres et ces moutons puissent eux aussi se transformer en proie. Saba est tentée d'essayer. Mais contrairement aux vaches, les moutons se méfient. À croire que leur instinct les a prévenus du danger. Même en Afrique, la peur du loup est inscrite dans leur patrimoine génétique. Saba n'insiste pas. Le soleil est déjà haut sur l'horizon, et ce territoire prometteur. Là où le bétail est passé, l'herbe est si rase que les rongeurs sont plus facilement repérables. Saba attend patiemment de se faire oublier pour passer à l'attaque. Mais là où il y a des hommes, là où il y a du bétail, il y a aussi des chiens. Elle a appris à s'en méfier. Ils errent parfois loin des villages, disputant aux loups leurs proies et leurs femelles. Des métis sont même nés l'an passé. Les heurts avec ceux de sa race ne se limitent pas aux aboiements. Les morsures sont mortelles, car les chiens portent la rage et la maladie de Carré, qui ont déjà décimé le clan de Sodota. Cette fois, les esprits des montagnes sont du côté de Saba. Leurs coups de tonnerre font hésiter les chiens, et elle en profite pour s'éclipser. L'orage approche. Les esprits, chaque année, ils reviennent à la fin de l'été, annonçant le retour de la saison des pluies. Une nouvelle épreuve pour Saba, affronter les éléments. Affronter cette pluie qui transit et repousse au fond de leur terrier tous les rongeurs. Affronter cette pluie à laquelle seuls les lobélies offrent un timide rempart.
Cette pluie qui brouille les odeurs et qui trompe les instincts. Comme tous les animaux des montagnes, Saba n'a d'autre choix que de chercher un abri pour laisser passer le grain. Il y aurait bien s'effouré au sommet d'un petit escarpement. Mais la place est déjà prise. Une meute. Enfin, une autre meute. Mais le regard de cette meute, qui occupe la place, la dissuade de s'approcher. Saba restera sous la pluie, sans protection, sans la douce chaleur de sa meute pour l'aider à affronter le froid. Saba restera sous la pluie qui réveille le douloureux souvenir de l'absence de ceux de Sodota. Alors il n'y a plus qu'à dormir pour se réconforter. Mais la nostalgie des siens la poursuit jusque dans son sommeil et ses rêves. Les chiens rêvent bien, alors pourquoi pas les loups? L'automne est déjà bien entamé. Cette année, la pluie a hésité à cesser. Et les montagnes reviennent enfin à la vie. Depuis quelque temps, le réchauffement du climat provoque une modification de l'écosystème afro-alpin, si particulier. La saison des pluies se rallonge. Saba, de son côté, sait qu'elle ne pourra rester seule. Elle doit trouver une meute qui l'acceptera. Jusqu'à présent, toutes celles qu'elle a croisées se sont détournées. Alors elle ira chercher plus loin, plus haut. Et Saba décide de grimper jusqu'au nuage s'il le faut.
Plus elle monte, plus l'air se raréfie. Mais les montagnes sont toujours habitées. Au loin, Saba aperçoit même un troupeau de Nyala, toujours aussi peureux. Les antilopes femelles broutent sous le regard d'un mâle qui surveille les alentours. Il y a de quoi être peureux. En 20 ans, leur population a chuté de près de 4000 à moins de 800 individus. Mais rien ne doit détourner Saba de son but. Elle reprend son ascension, sous le regard des damons des rochers qui se dorent au soleil sur leur terrasse en surplomb. Les loups chassent parfois ces mammifères qui partagent avec l'éléphant un ancêtre préhistorique. Ils en ont hérité une dentition et une structure osseuse similaire à celle des pachydermes. Plus loin, plus haut, il y a aussi le clan des babouins olives. Ils sont occupés à glaner leur repas au milieu des éboulis, sans s'inquiéter de la présence de Saba. Leur nonchalance a presque de quoi faire envie. Pour leur repas, tout va. Des graines aux noix, en passant par de petits rongeurs, et ils grignotent même de jeunes antilopes. Saba grimpe encore. Et le ciel devient plus bleu, le vent plus violent. Encore quelques centaines de mètres, et sa quête touchera à sa fin. Voilà que se dessine le toit des montagnes du Simens. Mais pas l'ombre d'une meute à l'horizon. Pas l'ombre d'une nouvelle famille. Ici, il n'y a plus que le vent. Épuisé par son ascension, Saba s'est endormi au milieu des nuages. Quand soudain, une sensation étrange l'attire du sommeil. Une présence. Un jeune mâle rôde à ses côtés. Il s'appelle Adané. Il s'éloigne, mais semble l'inviter à le suivre. Prudemment, Saba suit ses traces. Mais bientôt, son odeur se mêle à d'autres. Ce mâle n'est pas seul. Entraînant Saba à sa suite, il a rejoint une petite meute, où les plus jeunes s'adonnent au plaisir du jeu. C'est le clan de Kotera, qui se repose après une longue matinée de chasse. Saba reste à l'écart. Elle observe le clan tranquille. Et pour une fois,
Sa présence ne semble pas troubler leur quiétude. Lorsque la nuit tombe, elle peut même s'endormir à leur côté. Au matin, les loups partent en patrouille. Saba décide de les accompagner en restant à bonne distance. Comme tous les loups, ceux de Kotera inspectent leur territoire, déposent leurs marques à chacune de ses frontières. Le territoire moyen d'une meute est d'une dizaine de kilomètres carrés. Sa taille peut varier en fonction de la taille de la meute. Soudain, Saba observe la course du clan de Kotera qui s'accélère. Ont-ils repéré sa présence? Non. Il semble avoir senti autre chose. Une autre meute. Elle a délibérément franchi la frontière et s'avance sur leur territoire. Un individu pousse même l'affront jusqu'à tenter de marquer leur conquête. Ces défis entre meutes sont fréquents, surtout en automne, la saison de reproduction. Mais ils restent le plus souvent cantonnés à des manœuvres d'intimidation et tournent rarement à l'affrontement. C'est Adané, le jeune mâle, qui intervient. Il se lance à la tête de l'intrus pour lui faire payer, et le voilà qui fuit, sans demander son reste. Depuis la crête, Saba a observé toute la scène. Elle est impressionnée par Adané, qui monte à sa rencontre. Enfin une présence, enfin quelqu'un pour l'aider à affronter les épreuves de la vie. Saba a trouvé sa place. Saba a trouvé un compagnon. Après ces mois de solitude, de faim, Saba a trouvé le réconfort.
Enfin chasseur, Adané se charge même de lui trouver son petit déjeuner. Saba qui guette aura sa part. Après leur jeu, Saba et Adané reprennent le chemin de la meute. Tout le clan de Kotera est réuni pour les accueillir. Saba, les oreilles baissées en signe d'allégeance, peut bientôt les relever. La voilà acceptée. Voilà l'avenir enfin assuré. Pourtant, Saba ne pourra assurer sa descendance que s'ils deviennent avec Adané le couple dominant de la meute. Mais d'autres dangers menacent. Depuis quelque temps, d'étranges phénomènes inquiètent les habitants du plateau. Ça et là, de lourds nuages menaçants montent vers le ciel. Des nuages comme les loups n'en ont jamais vu. Des nuages qui jamais ne portent de pluie. Ce matin encore, le phénomène se reproduit. Le clan intrigué décide d'aller l'observer au plus près. C'est le début de l'hiver, et avec lui celui de la saison sèche et des feux de broussailles. Le feu. Ces flammes dévorent les arbustes. Le feu, porté par le vent qui s'engouffre entre les crêtes. Le feu que même les hommes combattent, mais qui reste incontrôlable. La peur s'empare de ceux de Kotera. Une nouvelle bourrasque renforce encore les flammes. Autour de la meute, tout s'embrase. La fuite semble impossible. Mais quand avec le soir, le vent s'éteint et les flammes diminuent, le plateau est ravagé. Tout n'est plus que cendres et désolation. Il était une fois dans les montagnes éthiopiennes. Il était une fois un nouveau matin, une nouvelle saison. Imperturbable aux événements sur Terre, le soleil commençait sa course comme chaque matin, depuis la nuit des temps. Imperturbable, ses rayons tiraient du froid de l'hiver et de la nuit une meute de loups d'Abyssinie, dernier survivant d'une espèce unique et millénaire. Une année a passé. Ceux de Kotera sont toujours là. Mais un nouveau couple dominant préside aux destinées du clan. Adané et Saba.
Sahaba, depuis 3 mois, est désormais une mère qui veille sur ses petits. Sahaba a accompli sa destinée, survivre et se reproduire pour qu'encore cette année, ceux de son espèce veillent sur les montagnes du Balé et du Siemens. Il était une fois dans les montagnes d'Éthiopie. Il était une fois, mais c'est peut-être l'une des dernières fois. Car il ne reste aujourd'hui qu'environ 500 loups dans toute l'Éthiopie. J'ai coupé.